Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Tout de suite, voici les titres de l'actualité. On démarre avec la découverte d'un métier devenu essentiel pour nos sociétés, celui d'auxiliaire de vie. Avec le vieillissement de la population, les besoins de recrutement sont importants. La rédaction de 8 Mont-Blanc a suivi le travail d'une professionnelle lors de ses visites. Un reportage à suivre dès le début de ce journal. Le retour des patients dans les établissements de cure thermale. Après 2 ans de pandémie, les structures retrouvent un public avide d'activités et de soins, comme nous le montrera la rédaction de Vosges Télévisions dans un instant. La faune et la flore mises à l'honneur via la photographie. Dans la Somme, des passionnés guidés par des professionnels apprennent à photographier des oiseaux en plein vol. De belles images à découvrir avec WEO Télé, la chaîne du groupe La Voix du Nord. Un concert, les pieds et la tête dans l'eau, une expérience originale proposée dans le Sud-Ouest par l'ancien guitariste de Noir Désir, Serge Tessoguet. Un concert pour se relaxer grâce à des sons naturels. Un reportage en fin d'édition de Via Occitanie. Ce fut l'un des sujets essentiels de la campagne présidentielle, le vieillissement de la population. La tendance inexorable appelle à une transformation de nos pratiques. Parmi les métiers d'avenir qui aideront à répondre à la question du grand âge, celui des auxiliaires de vie. Ces femmes et ces hommes dédient leur vie à nos aînés et les accompagnent dans leur quotidien. Leur présence permet à certains d'entre eux de continuer à vivre à domicile et c'est une belle chose. Victoria Lopez a passé une matinée aux côtés d'une de ces professionnelles dans le bassin d'Annecy. Un reportage de 8 Mont-Blanc. Donc vous arrêtez là aux légumes ? Chaque jeudi, Élodie accompagne Madame Rigaud au marché. La jeune femme est auxiliaire de vie depuis près de 13 ans. Elle vient en aide chaque jour à des personnes âgées dans certains moments de leur quotidien. Madame Rigaud a 84 ans. Elle vit seule dans son appartement. Je vous passe devant ? Élodie passe un peu plus d'1 heure avec elle 2 fois par semaine. Jusqu'à présent, je me débrouillais toute seule jusqu'à l'année dernière où je suis tombée. J'ai eu une petite fracture à l'aine. Donc je suis au point de vue mobilité, j'ai une difficulté au bout d'un moment, je tangue. Mais dans la maison, ça va bien, je ne prends pas la canne, rien du tout. Mais je suis contente d'avoir Élodie qui vient m'aider quand même. Et puis pour moi, c'est une compagnie aussi. La présence d'Élodie, bienveillante et rassurante pour les familles, est indispensable pour Madame Duret. À 88 ans, elle vit seule, elle aussi. Elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Ses 9 enfants sont très présents, mais ils sont aussi très occupés. Ils ont donc fait appel au service d'Élodie. Moi, ça fait 5 ans que je suis avec Madame Duret. Sa vie, je la connais, quoi. Voilà. Autant, par contre, qu'elle connaît la mienne. C'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure. S'il n'y a pas d'échange, on ne peut pas faire ce métier. Pour Élodie, ce métier est une vocation qu'elle exerce avec passion. Elle a été recrutée par la maison Petit-Fils, une entreprise spécialisée dans le service d'aide à domicile qui s'est installée à Annecy en 2016. Sa devise, s'occuper de ses clients comme de ses propres grands-parents. On a une exigence dans la sélection des auxiliaires de vie avec lesquels on travaille. Ça se matérialise par de l'expérience minimum 3 ans et un diplôme d'auxiliaire de vie ou d'aide-soignante. La plupart du temps, mais également une attitude, c'est-à-dire qu'on va être attentionné à l'attitude, à la qualité relationnelle que va pouvoir développer l'auxiliaire de vie au-delà de l'expérience et du diplôme. Voilà. Petit-Fils emploie une 50aine d'auxiliaires dans le bassin annécien. Elles interviennent auprès de 250 familles. L'entreprise espère en recruter 35 nouvelles cette année pour répondre à une demande toujours en hausse. Et puis Chloé Morin était l'invitée de l'émission Face au territoire sur TV5 Monde de jeudi dernier. La politologue, ancienne conseillère du Premier ministre, est notamment revenue sur la campagne présidentielle. Écoutez ce qu'elle a dit. Comment faire en sorte, demain, d'organiser la participation réelle, active des citoyennes et des citoyens à la vie politique ? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que trop d'entre elles, trop d'entre eux sont spectateurs et non pas acteurs. Je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite, mais la première chose pour apporter une réponse, c'est de poser la question. Et le grand problème du débat présidentiel, c'est qu'on n'a pas posé cette question-là. Et que la question démocratique, d'ailleurs, elle est arrivée tout à la fin du débat entre les deux, alors qu'elle est, à mon avis, première. Et que je pense qu'on est capable de dégager des compromis dans la société assez transpartisans sur, justement, la nécessité de réengager les citoyens.
Pour voir ou pour revoir Face au territoire, avec Loé Morin, rendez-vous sur les sites internet des partenaires de l'émission, c'est-à-dire Ouest France, Nice Matin et 20 minutes. Le reste de l'actualité de nos territoires, marqué par le début des vacances de Pâques et le retour des touristes depuis la fin des restrictions liées au Covid. Un retour visible jusque dans les établissements de cure thermale. Dans les Vosges, vous allez le voir, les thermes de Bains-les-Bains rouvrent leurs portes depuis un mois. L'établissement reçoit entre 200 et 250 personnes par jour. Des curistes qui ont modifié certains de leurs comportements. Les réservations sont désormais plus tardives. Reportage de Thierry Lasson et Dan Didier pour Vosges Télévisions. Après 2 années pour le moins compliquées en raison de la crise sanitaire, voire inexistante en 2020, les curistes ont enfin retrouvé le chemin de la station thermale de Bains-les-Bains, l'une des rares en France à être spécialisée dans le traitement des maladies cardio-artérielles et rhumatologiques. Depuis le 21 mars dernier, les portes de l'établissement de santé où le masque reste malgré tout obligatoire se sont donc rouvertes et pour certains d'entre eux, il y avait urgence à reprendre ou entamer une cure. On rencontre des patients, alors notamment en maladie cardio-artérielle, alors qui ont eu par exemple un geste chirurgical, qui peuvent avoir une période où ils sont un petit peu en perte de confiance par rapport à leur autonomie. C'est urgent de les sortir de la sédentarité. C'est le cas de Nathalie, venue de Bretagne, après un double pontage et de l'arthrite au pied. Ce qui me concerne, c'est surtout tout ce qui est cardio, dans l'eau, parce que c'est beaucoup plus facile par rapport aux articulations également. Et également l'endurance, mais modérée. Et au niveau de l'arthrite, les soins qu'on me donne sont vraiment bénéfiques. La preuve, j'ai amené mes antidouleurs et j'en ai pris que 2. Si le centre semble donc avoir retrouvé une bonne vitesse de croisière, il reste néanmoins difficile de se projeter sur des chiffres de fin de saison. Là, cette année, c'est plus difficile dans le sens où ils vont faire leur réservation un mois et demi avant de venir. Une large palette d'activités santé comme un spa, des bains de boue, la marche nordique, la sophrologie, la musicothérapie ou l'aquabike complètent notamment l'offre de l'établissement. Hors saison, 15 permanents travaillent ici que viennent renforcer de mars à novembre une trentaine de saisonniers. La relance du secteur de l'événementiel est elle aussi en marche. En Martinique, le secteur recrute et se prépare pour la période estivale. Pour répondre aux besoins de main-d'œuvre, les employeurs font appel notamment à des lycéens en rupture scolaire. Ils sont formés pour monter des échafaudages et peuvent ainsi se constituer une expérience en vue d'une éventuelle embauche. Un reportage de Jean-Marc Dabreux pour Via ATV en Martinique. C'est un chantier grandeur nature pour ces élèves du lycée Léopold Bissol. Allez-y, allez-y, allez-y. La mise en place d'un échafaudage sur le plateau sportif de la commune du Carvet. À plusieurs mètres du sol, ces apprentis n'ont pas le droit à l'erreur. De monter chaque élément de la bonne façon. Bonne condition physique, attention, motivation à toute épreuve, des prérequis indispensables pour réussir cette mission. J'aime monter l'échafaudage, j'aime les moises. C'est bien, j'aime ça. À leur côté, des formateurs expérimentés s'assurent du respect des règles de sécurité. Descendez et pieds lents, mettez-vous derrière. Ils ont un harnais, ils ont une longe, que puissent s'attacher à chaque moment. Dès qu'ils se déplacent, ils doivent s'attacher. Mets-le dans le vide, enlève les nœuds, parce qu'il est trop tendu. Non, là derrière, ta main droite, non, peu importe. Transmettre son savoir-faire pour assurer la relève, c'est aussi l'objectif de Clara, régisseuse dans le domaine du spectacle. En plus, là, on est tombé sur des jeunes qui veulent vraiment travailler. Et c'est bien pour nous parce que c'est un métier qui a pris de l'âge. C'est un métier où les gens ont quitté un petit peu le métier du fait du confinement et du manque de travail. Donc du coup, c'est bien de voir qu'il y a des gens qui vont arriver juste derrière nous. Élèves et professeurs ont encore une dizaine de jours pour monter cette scène qui devrait accueillir un festival de hip-hop d'ici le 24 avril prochain. Des échafaudages, elle en est recouverte. Tout juste 3 ans après son incendie, la cathédrale Notre-Dame de Paris est en pleine restauration. Le chantier inédit et gigantesque nécessite l'intervention d'artisans et d'ouvriers de toute la France. Parmi eux, une scierie de la Loire. L'entreprise locale a notamment produit 5000 cales pour le chantier. Une fierté bien sûr pour son gérant et une opportunité pour son activité. Un sujet d'Anthony Virpelon pour TL7, la télévision de la Loire. Ce que j'ai dans les mains, c'est les coins que
qu'on a fournis pour la cathédrale de Paris. Et puis ces coins, ils sont faits pour mettre entre les voûtes et l'arc-boutant à la mêlée-collée qu'ils avaient mis pour renforcer et pour coincer en fait. Coincer les pierres. Ce sont de simples morceaux de bois d'une 60aine de centimètres et pourtant ils étaient essentiels à la sécurisation du chantier de Notre-Dame de Paris. Gilles Durand a été contacté par mail l'an dernier par un tailleur de pierre qui s'active sur le chantier et une fois la surprise passée, il a reçu une commande de 5000 coins comme celui-ci, une fierté mêlée à beaucoup d'humilité. On n'est pas orgueilleux, on est fiers de notre travail. Et puis surtout après, moi comme je suis pratiquant à la sortie de l'église, il y en a combien qui sont venus me voir qui me dit c'est bien ce que tu as fait, J'ai dit, pour les coins, mais j'ai dit je les ai vendus les coins. Mais ils m'ont dit c'est bien quand même. Est-ce que ce ne serait pas l'Esprit Saint, parce que c'est pour la cathédrale? S'il était là lui aussi, mais il l'est, mais on ne sait pas où, mais des fois ça a des pouvoirs insoupçonnés. Et une semaine entière de labeur a été nécessaire pour honorer la commande, un travail qui lui a même apporté d'autres projets. C'était un chantier de rénovation en fait, la cathédrale de Paris, un chantier majestueux. Et dans un même temps, on travaille aussi pour une entreprise qui fait des rails de chemin de fer pour le TGV. Et on a 100 000 cols à faire sur l'année, des cols aussi spécifiques pour caler des rails, pas des rails de chemin de fer, des traverses. C'est dans la modernité parce que le bois a sa place. Quand on en réfléchit, le bois a sa place partout. Et forcément, Gilles Durand s'est fixé un objectif, se rendre à Paris une fois le chantier terminé. C'était le père du village qui m'a demandé, il m'a dit tiens, on pourrait aller voir ce chantier de la cathédrale. Et puis en même temps, je lui ai dit oui, moi comme je travaillais, j'offrirai le quart, ça fera pour tout le monde, je payerai le voyage. Et vous, père, vous vous occuperez de nous accueillir vu qu'il avait été sur Paris. Et on pourrait aller coucher chez les sœurs et on ferait un quart de la paroisse. Et notez que Gilles Durand a un carnet de commandes étoffé avec ses fameux coins en bois, notamment l'armée et les pompiers de Paris, qui se fournissent donc depuis cette scierie, nichée en plein cœur du Forêt. Direction la baie du Mont-Saint-Michel à présent dans ce grand JT des territoires. Là-bas, les pompiers disposent d'un tout nouvel engin pour secourir les victimes en mer, un aéroglisseur. Un véhicule étonnant, vous allez le voir, monté sur un coussin d'air et qui permet aux secouristes de circuler sur des surfaces d'accès très difficiles. Explication de la chaîne TVR à Rennes. C'est un véhicule un peu particulier qui vient de faire son apparition sur la grande plage de Sherway. Son nom, l'aéroglisseur. C'est donc un moyen amphibie qui va nous permettre de circuler à la fois sur le sable, la vase et l'eau, et donc qui est parfaitement adapté à la baie du Mont-Saint-Michel. Adapté car cette machine innovante ne peut pas s'enliser. Très utilisée dans les pays scandinaves, elle fonctionne grâce à 2 moteurs. On a un premier moteur qui nous permet de sustenter la machine, donc de la lever, et qui nous permet de créer un coussin d'air. Un coussin d'air sur lequel on va évoluer en fait. Et le deuxième moteur qui est derrière, qui lui va nous permettre de faire tourner l'hélice qui est là derrière moi et qui va propulser l'engin vers l'avant. Avec une vitesse de 15 à 20 nœuds, le véhicule permet de couvrir près de 100 km². Un gain de temps considérable pour les pompiers dans cette zone naturelle difficilement accessible. Dans la baie du Mont-Saint-Michel, on a de la vase et que la vase, on a des difficultés pour évoluer avec des véhicules à roues. On peut utiliser que des chemins. Il y a une dizaine de chemins dans la baie du Mont-Saint-Michel. Le reste du trajet pour rejoindre une victime se fait à pied uniquement. Et donc le secours se fait beaucoup avec l'hélicoptère. L'aéroglisseur est un matériel de secours supplémentaire pour les pompiers. Basé à Dol de Bretagne, il sera utilisé dès cet été. Coût à l'achat, 70 000 €. Des pompiers aux militaires, vous allez le voir, à Limoges, des collégiens ont participé dans le cadre de leur scolarité à une rencontre avec des membres de la Défense nationale. L'occasion pour eux de se familiariser avec les enjeux de la citoyenneté et de la défense. Et ce, grâce à un jeu de plateau. Réaction recueillie par Benjamin Delmas de 7 à Limoges sur place. Par tour de jeu de plateau, finalement, ils vont avoir des décisions à prendre pour savoir quelles actions vont être les plus efficaces ou pertinentes pour pouvoir éradiquer les menaces auxquelles ils seront confrontés. On a le rôle diplomatie qui représente un peu le président. On a le rôle projection qui nous sert à déplacer des troupes. Les élèves de cette classe sont des élèves volontaires qui ont choisi de suivre cette option, mais qui n'ont pas forcément l'envie d'en faire un métier, ou du moins pas encore. Zoom à présent sur une belle histoire dans ce journal, celle de Georges Omrad.
Georges Mrad, c'est un étudiant libanais de 23 ans qui a décidé de consacrer sa vie à aider les autres après l'explosion survenue à Beyrouth le 4 août 2020 au Liban. L'événement tragique a poussé le jeune homme à s'investir. Fondateur du marathon du volontariat, il s'est rendu en Corse afin d'organiser 42 missions d'intérêt général pendant 42 jours, et ce, dans 42 associations. L'équipe de Via Télé Paese l'a rencontré lors d'une collecte de denrées pour les réfugiés ukrainiens à l'île Rousse. Écoutez son témoignage récolté par Dylan Rollo et Gabriel Page. On accueille les jeunes qui aimeront donner quelque chose pour ces familles. On les accueille avec un grand sourire, on les remercie et tout simplement on fait cette activité aujourd'hui avec un grand plaisir. Bon, mon parcours a commencé après l'explosion de Beyrouth, lorsque j'ai décidé de quitter la maison, quitter la famille et partir au chantier de reconstruction pour donner pour mon pays, pour essayer d'aider le peuple qui était blessé après l'explosion. J'ai fait du bénévolat, j'étais chef d'équipe pour 8 mois consécutifs. Le bénévolat m'a changé la vie, j'ai grandi beaucoup, j'ai expérimenté beaucoup. C'est là où j'ai pensé à faire un marathon de volontariat. On fera le tour de la Corse sur les associations pour donner un coup de main. Voilà une bien belle action menée par cet étudiant libanais en Corse. Bravo encore à lui. Dans les Yvelines, des bénévoles et des collectivités s'engagent aussi pour la bonne cause, la protection et la défense des chats errants. En France, on estime à 11 millions leur nombre. Pour les aider, la ville de Chanteloup-les-Vignes et 2 associations viennent d'installer un chat-tipi, une sorte de cabane. Celle-ci leur permet de s'abriter, vous allez le voir. Un reportage de Céline Charles pour TV78, la chaîne des Yvelines. Le gîte et les couverts seront maintenant offerts aux chats de Chanteloup-les-Vignes. À quelques pas du chapiteau de la Compagnie des Contraires, un petit bâtiment aux allures de cabane de jardin trône depuis quelques semaines. À l'intérieur, un foyer pour chats errants. Ils sont nourris à l'extérieur, déjà dans un premier temps, que l'on voit ici, avec un système de récupération d'eau de pluie. Ils ont également une première petite cabane où ils peuvent s'abriter. Et puis ensuite, ils peuvent utiliser ce lieu avec l'intermédiaire de 2 trappes qui sont posées latéralement sur le chat-tipi. Ça les abrite pendant l'hiver, quand il fait froid, quand il y a de la pluie ou quand il y a trop de vent. C'est beaucoup plus agréable pour eux, comme pour n'importe quel animal, d'être à l'abri dans les intempéries. Une fois qu'ils sont rentrés à l'intérieur, vous avez ici à nouveau de la nourriture protégée. Donc on a de chaque côté, et puis ils ont ici tout un tas de coussins, de lieux où ils peuvent être vraiment à l'abri et au chaud. Un équipement offert par One Voice, une association nationale qui lutte contre l'errance féline, et la municipalité de Chanteloup-les-Vignes. Il vient compléter les actions de l'association chantelouvaise SOS Matou. Créée il y a 1 an, une dizaine de personnes agissent au quotidien. On est là pour sauver les chats errants, déjà, tout ce qui est chats, que ce soit errants ou même chats abandonnés, les stériliser, les identifier, à remettre sur le terrain ce qu'il y a et à faire adopter le reste quand c'est sociable. Ensuite, il y a le nourrissage. Un chat en bonne santé, bien nourri, sera en bonne santé. Donc il va développer moins de maladies. Donc ça, c'est le maillon dur, si vous voulez, qu'il faut vraiment mettre en place. Et là, vraiment, c'est le plus, donc on est ravis. Un peu de réconfort à défaut d'une famille pour ces chats abandonnés, notamment après le confinement ou ces chatons nés dans la nature. Chanteloup-les-Vignes est la première ville des Yvelines à bénéficier de ce dispositif. La protection des animaux qui passe aussi par leur contemplation via la photographie. Dans la baie de Somme, le festival de l'oiseau et de la nature s'est terminé il y a quelques jours. Ce rendez-vous est l'occasion chaque année pour des passionnés de photographie de participer à des stages avec des professionnels. 8 d'entre eux ont notamment appris à photographier des oiseaux en plein vol. Un exercice, vous allez le voir, difficile et qui nécessite de très bons réflexes. Jérémy Houbron pour WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord. Voilà, là il faudrait l'apprendre maintenant, avoir le temps de... Voilà. Jean-Michel Leca est un chasseur d'images. C'est au petit matin, quand la lumière du soleil rase l'étang du Crotoy, qu'il emmène 8 stagiaires en escapade. Repérer les oiseaux est une chose, les photographier en plein vol en est une autre. Là ça va, la mouette on la suit encore bien. Les vanneaux tout à l'heure c'est plus trompeur dans le vol. Pas facile d'immortaliser la parade nuptiale des vanneaux huppés. Il faut être vif, déclencher au bon moment, assurer une bonne exposition. Heureusement, le photographe animalier n'est pas avare de conseils. Ne zoome pas, laisse de la place. Tu as plutôt intérêt à dézoomer parce que sinon pour trouver c'est infernal.
Depuis près de 30 ans, Jean-Michel parcourt la baie de Somme et photographie les volatiles. Aigrettes, spatules, tadornes n'ont plus de secret pour lui. Il connaît leur comportement, leur environnement, des connaissances indispensables à tout photographe. On sait par exemple qu'en ce moment les vanneaux sont en pleine période de parade nuptiale et quand on peut anticiper cette période-là, voilà, on arrive sur des terrains où on sait qu'il va y avoir du vanneau et on sait qu'on risque d'avoir ce genre de spectacle. Le spectacle se poursuit à la réserve ornithologique de Grand-Lavier. Cachés dans les huttes, les photographes observent les oiseaux dans leur intimité. On le voyait bien en train de bouger, de remuer exactement comme il fallait. Il était à 3 mètres, quoi. Donc là, pour la photo, c'est le plaisir des yeux. Et même rien que de le voir avec le comportement comme ça, sans être dérangé, il est libre. Une liberté parfois mise à mal. Durant la pleine saison, ces sites d'exception sont pris d'assaut par les visiteurs au détriment de la faune qui les habite. Alors Jean-Michel profite du stage pour rappeler les bonnes pratiques. Je vois beaucoup de porteurs de téléobjectifs qui sont prêts à faire n'importe quoi pour faire le trophée de l'oiseau. Avant tout, on est là pour respecter les animaux et éventuellement faire une photo, si c'est possible, sans lui nuire. Après une journée passée suspendue au chant des oiseaux, viendra le moment pour les stagiaires de visionner le fruit de leur travail. Des centaines de photos d'une baie de Somme aux 1000 trésors, et ça, ce n'est pas un cliché. Partons dans le sud-ouest pour la fin de cette édition. La Cité du vin de Bordeaux accueille depuis le 15 avril une exposition exceptionnelle consacrée au thème du vin, de l'alcool dans l'œuvre de Picasso. L'artiste espagnol a multiplié tout au long de sa vie les clins d'œil aux différents breuvages. Plus de 80 œuvres y sont présentées avec des prix exceptionnels des musées Picasso de Paris et de Barcelone. De quoi donner le tournis, avec modération bien sûr. Picasso, l'effervescence des formes, une découverte d'Alix Fourcade pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Ne voyez surtout pas dans l'œuvre de Picasso la seule évocation des plaisirs de l'ivresse. Dans l'effervescence des formes, le peintre espagnol magnifie le vin et les alcools populaires dans toutes leurs dimensions. Le vin, c'est un plaisir de la vie, mais c'est aussi un symbole de la vie, des forces de la vie. Et Picasso a toujours voulu intensifier cet aspect-là de l'existence dans son œuvre, à travers finalement toutes les révolutions formelles qu'il a su susciter, créer. Et donc, pour nous, il y avait là une conjonction entre la fonction du lieu, rappeler ce qu'a été le vin, les civilisations du vin, hein, nous en sommes les héritiers, et puis l'art de Picasso. C'est aussi une culture qui rejoint son catholicisme, c'est une culture qui rejoint l'héritage des Grecs, le thème des bacchanales, le thème des dieux et du vin des dieux. 3 ans ont été nécessaires pour rassembler les 80 tableaux et sculptures de cette exposition. Elle montre la place du vin et des alcools populaires dans le travail du peintre grâce à des prêts exceptionnels des musées Picasso de Barcelone et Paris et de collections personnelles. La Cité du vin en a eu l'idée 1 an après son ouverture, lors de sa première exposition artistique en 2017. La première exposition artistique qu'a proposée la Cité s'appelait Bistrot et avait d'ailleurs une œuvre, mais une seule œuvre de Picasso. Et l'idée est née de se dire, mais finalement Picasso a dû faire, et il a fait beaucoup de choses autour du vin et des alcools. Donc voilà, c'était un projet un petit peu fou qu'on est très content de voir se réaliser aujourd'hui. L'exposition est visible tous les jours de 10h à 19h jusqu'au 28 août. Un concert pour terminer ce grand JT des territoires, mais un concert sous l'eau. Serge Tessoguet, ex-guitariste de Noir Désir, propose cette expérience inédite à travers la reproduction de sons naturels. Pas de salle de concert donc, mais un voyage apaisant pour le public, baigné dans une piscine. Une découverte rafraîchissante de Léo Rébérol pour Via Occitanie. Regardez. Vous ne l'entendez pas, mais un concert a bien lieu sur ces images. Pour l'écouter, il faut immerger ses oreilles. Des sons venus d'ailleurs que parvient à reproduire le guitariste Serge Tessoguet transportent alors les baigneurs. Vraiment, il y a une sensation d'être en apesanteur. Les dauphins, les baleines, là, on part, quoi. On ferme les yeux comme ça, là, et on part en voyage. Cette musique, l'ex-guitariste de Noir Désir l'expérimente, la façonne avec sa guitare et divers objets. Il reproduit ainsi des sons issus des profondeurs océaniques et de la nature en général. J'utilise du bois, du verre, du métal pour interagir avec la guitare. C'est super attirant de répondre à des sons de la nature par exemple.
pour essayer d'en créer qui sont complètement subjectifs. Je m'en amuse dans la piscine, donc il y a des oiseaux qui se baladent aussi dans l'eau. Ce projet appelé Immersio est mené en duo avec un photographe. À travers les corps dénués de gravité, Anthony Jean prend en photo la musique de Sergio. Les gens sont complètement emportés par la musique de Sergio. Ils se mettent dans des états de transe. Et ils vont. Là, j'ai vu un monsieur pleurer. C'est des choses très très intenses, je pense, pour eux. Et plus les gens s'y mettent à fond, plus c'est puissant. À travers toutes ces émotions qui dégagent, moi, je vois la musique de Serge. Et c'est ça que j'essaye de prendre en photo, quoi. Les photos seront exposées dans 3 semaines à l'espace nautique Jean Vaucher. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Au revoir à tous.